Bienvenue dans ce décryptage consacré à l'économie cachée de la richesse. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les fondations systémiques et comportementales invisibles qui dictent la véritable accumulation de capital. Il est temps de remettre en question tout ce qu'on pensait savoir sur la simple équation des revenus et des dépenses. On va vite s'apercevoir que la réalité est bien plus psychologique et structurelle que de simples mathématiques. Voici notre feuille de route pour cette analyse. On va aborder l'échec de l'éducation financière, la psychologie de l'argent, le véritable coût du bonheur, l'érosion invisible du capital, les leviers systémiques et enfin, la quête de la souveraineté temporelle. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier chapitre, le grand raté de l'éducation financière. Ce qu'on observe ici est une aberration totale. Rendez-vous compte, d'un côté, on a 85% des lycéens qui expriment une volonté féroce d'apprendre à gérer leur argent. Et 95% de ceux qui reçoivent cette éducation trouvent ça super utile pour leur vie. Mais là où ça coince, c'est cette statistique alarmante tout en bas. À peine 25% d'entre eux se sentent réellement capables de planifier quelque chose d'aussi basique que le remboursement d'une dette. La demande est énorme, mais le système ne fournit pas les bons outils. Le résultat direct de cette carence, c'est ce qu'on appelle un fossé de confiance. En fait, le système actuel produit de jeunes adultes parfaitement capables d'analyser de grandes théories macroéconomiques abstraites, mais qui se retrouvent tragiquement vulnérables face à l'économie du monde réel. Sans apprentissage concret sur le crédit ou les taux d'intérêt, on les laisse sans défense face aux pratiques de prêts prédatrices. C'est un vrai problème structurel. Ce qui nous amène naturellement au deuxième chapitre, la psychologie de l'argent et le traumatisme financier. 1 sur 1 million. Franchement, ce chiffre donne le vertige. C'est la probabilité statistique de la chance inouïe qu'a eu Bill Gates en 1968. Il fréquentait l'un des rares lycées au monde équipés d'un ordinateur de pointe. Son ami d'enfance, Kent Evans, qui avait exactement le même génie, est tragiquement décédé dans un accident de montagne. C'est la preuve cruelle que le succès financier extrême repose souvent sur une dose brutale de chance et de risques impossibles à contrôler, bien plus que sur le simple intellect. Et là, on touche à un concept absolument fascinant, le traumatisme financier. En gros, notre tolérance au risque à l'âge adulte est littéralement ancrée aux réalités économiques qu'on a vécues dans notre jeunesse. Prenez les jeunes pros de la Silicon Valley avant 2022 par exemple. Ils n'avaient connu qu'une croissance continue depuis la crise de 2008. Leur perception du risque était complètement différente de celle des générations qui ont survécu à l'éclatement de la bulle Internet. Finalement, on est tous un peu programmés par notre calendrier de naissance. Du coup, on fait face à un paradoxe assez dingue. Les compétences pour gagner de l'argent n'ont absolument rien à voir avec celles qu'il faut pour le garder. Générer du capital demande une audace incroyable, un optimisme à toute épreuve et pas mal de prise de risque. Mais pour préserver cet argent, c'est tout l'inverse. Ça demande une humilité profonde, de la frugalité et presque une sorte de paranoïa constructive. Ne pas réussir à faire cette bascule psychologique, c'est la raison numéro 1 pour laquelle tant de personnes brillantes finissent par se ruiner. Passons maintenant au troisième chapitre, le véritable coût du bonheur. L'évolution de la recherche là-dessus est juste incroyable. En 2010, on nous disait que le bonheur plafonnait autour de 75 000 $ par an. Ensuite, boum, en 2021, une nouvelle étude montre que le bien-être continue de grimper bien au-delà des 200 000 $. Et le plus beau dans tout ça, en 2023, les chercheurs des deux camps ont collaboré pour résoudre ce mystère. Ils ont découvert que les anciennes données souffraient juste d'un effet plafond lié à des instruments de mesure un peu trop limités à l'époque. Le point vraiment crucial, c'est cette nouvelle segmentation. Pour les 15 à 20% de personnes les moins heureuses, l'argent soulage vraiment la misère jusqu'à environ 100 000 $. Puis, ça stagne. Mais pour la grande majorité d'entre nous, la croissance est continue. À chaque fois qu'on double le revenu, le gain de joie est le même, sans aucun plafond. Et pour ceux qui sont déjà très heureux à la base, l'argent agit carrément comme un multiplicateur massif d'options de vie après un certain cap. Allez, on passe au chapitre 4, l'érosion complètement invisible du capital. Les ravages de l'inflation du mode de vie, c'est impressionnant quand on regarde les vrais chiffres. Consommer l'intégralité d'une augmentation de 15 000 $ au lieu de l'investir, eh bien ça équivaut à détruire 1,4 million de dollars de richesse future sur 30 ans. Et c'est la même chose pour ces petits abonnements qu'on accumule. Une petite habitude de 200 $ par mois, c'est 143 000 $ qui s'évaporent silencieusement au fil du temps. C'est exactement là qu'on voit la vraie différence entre les faux riches et les vrais riches. D'un côté, le sous-accumulateur de riches qui crame tout son argent dans des signes extérieurs de richesse pour afficher un faux statut social. De l'autre, le prodigieux accumulateur de riches, qui reste ultra frugal et se retrouve avec le double du patrimoine net attendu pour son niveau de salaire. Pour basculer du bon côté, il faut totalement changer de logiciel mental et oublier la comptabilité académique classique. Dans la vraie vie, l'approche comportementale est super simple. Un actif, c'est un truc qui met de l'argent dans notre poche tous les mois. Et un passif, c'est tout ce qui en fait sortir. Point barre. Ce qui nous propulse vers le 5e chapitre, comment utiliser les leviers financiers systémiques. Contrairement à ce qu'on entend souvent, le système financier n'est pas un ennemi, c'est un outil, et les experts l'utilisent avec 4 leviers.
1. La fiscalité asymétrique, en profitant des incitations de l'État. 2. La bonne dette, pour acquérir des actifs rentables. 3. L'arbitrage de l'inflation, qui vient carrément grignoter la valeur réelle d'un emprunt à taux fixe. Et 4. La prise de risque asymétrique, où la perte est plafonnée, mais le gain potentiel est juste infini. Tous ces mécanismes utilisent souvent ce qu'on appelle l'argent des autres. Que ce soit via des crédits bancaires, des fonds d'investisseurs privés, ou même un financement direct par le vendeur, c'est ce qui permet de contrôler d'énormes actifs qui génèrent du cash sans avoir à vider ses propres comptes en banque. C'est la définition même de l'effet de levier. On arrive à notre tout dernier chapitre, le chemin vers la souveraineté temporelle. Pour contrer notre tendance à toujours dépenser plus dès qu'on gagne plus, voici 4 règles hyper concrètes. D'abord, appliquer le 50-30-20 sur chaque nouvelle augmentation de salaire. Ensuite, imposer une quarantaine de 90 jours à toute rentrée d'argent inattendue, le temps de laisser redescendre l'euphorie. Il faut aussi maintenir ses frais de logement sous la barre des 25% des revenus bruts et faire un bon vieux nettoyage trimestriel de tous les prélèvements automatiques. J'adore l'élégance de cette petite formule d'Arthur Brooks. L'erreur classique, c'est de passer sa vie à essayer d'augmenter ses possessions matérielles. Sauf que si, en même temps, nos désirs de statut augmentent encore plus vite, eh bien, mathématiquement, la satisfaction s'effondre. La vraie clé de la richesse, c'est la maîtrise de ses propres désirs. Mais au bout du compte, gardons les pieds sur terre. La fameuse étude de Harvard sur le développement des adultes est formelle là-dessus. L'argent, l'optimisation fiscale, la gestion des flux, tout ça, ce sont d'excellents outils pour gagner en liberté. Mais le prédicteur numéro 1 d'une vie longue, saine et heureuse, ça reste les relations humaines chaleureuses et stables. Pour clore cette analyse, on peut se quitter sur cette réflexion un peu provocatrice. L'argent qu'on gagne chaque jour est-il dépensé pour acheter un statut social éphémère ou est-il stratégiquement déployé pour racheter la seule chose qui compte vraiment, notre temps? C'est une question fondamentale. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des rouages de notre monde.